Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast, le Transistor. Dans cette émission, ce sont les invités qui choisissent leur sujet. Moi, c'est John, aussi dit Genderfluid, artiste drag queer entre autres choses. Pour ce premier épisode, je suis avec Elsa Biik, qui va nous parler du sujet qu'elle a choisi. Qu'est-ce qu'être une artiste queer à notre époque ? Je le remercie de nous accueillir chez elle pour cette première émission, dans laquelle on parlera notamment de santé mentale, d'identité queer, d'art et de son rapport à l'art, de ce que ça veut dire qu'être politique et de bien d'autres choses encore. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Elsa. Bonjour John. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui c'est le premier épisode du podcast Le Transistor. Et on va parler de ce que c'est que d'être une artiste queer dans notre époque. J'aimerais commencer par te demander quels sont tes pronoms et tes accords. Oui, alors merci pour l'invitation déjà. Donc je m'appelle Elsa, mes pronoms sont yel ou elle, et comme accord, j'aime qu'on m'accorde au neutre quand c'est possible, et sinon de juste alterner entre des accords masculins et féminins. Voilà. Ok, très bien, merci. J'aimerais aussi te demander quel est ton positionnement social. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, si je dois moi me décrire, je suis une personne identifiée comme femme, mais une personne non binaire, blanche et de classe moyenne, issue d'une famille bourgeoise. En gros, je suis valide. Enfin, après, on peut dire plein de choses. C'est toi qui vas voir ce que tu veux dire de ta charte sociale, en gros, si on reprend un peu des codes queer. Mais voilà, dis-moi un petit peu comment tu te positionnes. Ok, je pense que déjà le plus important, j'ai l'impression, sans faire de classification, mais c'est ma classe sociale. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très important à avoir soi-même conscience de soi-même. Du coup, j'ai une classe sociale privilégiée de par mes parents, puisque je suis dépendant financièrement d'eux. Voilà, je suis une personne non binaire. Que dire d'autre ? Je suis pas vraiment valide, mais c'est bizarre pour moi de dire ça parce que c'est très récent que j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune qui me fait de la fatigue chronique et qui vraiment m'handicape en fait au quotidien, et c'est hyper nouveau, et du coup il y a encore la phase un peu de non j'ai pas envie d'être malade, donc je le dis pas comme ça, c'est pas vrai, mais si, c'est bien vrai. Et du coup voilà, c'est important aussi à dire parce que ça impacte sur du coup mon travail, et maintenant je dois faire je dois m'adapter et plus m'écouter, et du coup je fais parfois moins que ce que j'aimerais faire, mais c'est pas plus mal et c'est important, voilà. Ok, c'est hyper intéressant que tu me dises ça, que tu te considères encore comme valide même si tu sais que c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait moi par réflexe je dis que je suis valide, mais j'ai des troubles psy qui font que non en réalité. Et c'est pareil, c'est tout récent, et du coup je les considère pas. C'est même pas que j'ai pas envie de les considérer ou quoi, c'est que je me suis tellement considérée valide toute ma vie que c'est pas ancré en moi que ces pathologies-là sont réelles, et enfin en tout cas sont un handicap en soi, quoi. Il y a surtout, aussi je pense que ça doit jouer aussi chez toi comme chez moi du fait que c'est des formes d'handicap qu'on peut dire invisibles, et on se poserait pas ces questions-là si on avait une jambe en moins. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est sûr. Si je te demande de me dire qui tu es, évidemment ce sera un point de vue situé, subjectif, mais c'est ce que je souhaite. Qu'est-ce que tu me réponds ? Je dirais que je suis une jeune personne qui est créative, qui aime les humains en vrai finalement. Pendant longtemps je pensais que j'aimais pas les humains, mais en vrai j'aime les humains. Mais du coup quand je dis ça vraiment, je pense où je suis assez passionnée par le vivant et l'art, et en fait finalement par la vie en général. Voilà. Ok. En vrai je me définirais assez comme ça, que j'aime veiller sur les autres et les gens que j'aime. Ok. Aussi. C'est intéressant. Moi, si je devais te décrire, dire qui tu es selon moi, je dirais en tout cas qu'il y a beaucoup de douceur. C'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit. C'est vraiment énormément de douceur qui se dégage de toi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu te définis pas par ton métier,
qui est pourtant aussi une passion. Tu parles d'art dans ce qui te plaît, ce qui te définit, mais tu parles pas directement de ton métier. Et je trouve ça intéressant de s'identifier, se parler de soi, sans aller tout de suite sur cette première case qui est la première question qu'on pose à quelqu'un quand on n'est pas queer et qu'on n'est pas dans le milieu queer et que parce que j'ai appris dans le milieu queer qu'effectivement c'était une question avec laquelle on me laissait tranquille, on passait pas forcément sur cette case là, mais ok, intéressant. Alors nous on s'est rencontrés dans un cadre particulier, tu me dis si je me trompe parce que j'ai une mémoire complètement pourrie, mais pour moi j'ai un doute, mais vas-y. Ah, on est d'accord, Oui, moi oui. ça me rassure. Pour moi c'était sur le tournage. Ou est-ce que c'était avant ? Oui, mais je savais déjà, on s'était déjà croisés, Ok. il me semble. C'est possible. Parce qu'en fait, quand je t'ai vu sur le tournage du coup de Candy Crush, Mhm. Un film de Lucie Richie, il me semble, Mhm. en fait, je voyais déjà de loin qui vous étiez avec Angie. Ok. Mais c'est la première fois qu'on a échangé. En vrai, Ouais. c'était là, oui, c'est bien ça. Pour moi, c'était ça, effectivement. On a eu l'occasion, moi en tant qu'actrice et toi en tant que photographe, de participer à ce tournage d'un court-métrage qui va bientôt sortir d'ailleurs. Et pour moi, ça a été super chouette de te rencontrer parce que, encore une fois, beaucoup de douceur et beaucoup de discrétion. Pour le coup, sur un tournage, t'étais quelqu'un de très discret, ce qui est assez normal pour un photographe, généralement, j'imagine. Et si je dois décrire un moment fort de la relation qu'on a, qui est toute... comment dire, on n'a pas une relation, on n'est pas amis depuis longue date, etc. Donc une relation toute relative, mais c'est que je sais même pas comment on en est arrivé là, mais on a voulu avoir un petit temps de travail commun. Et je sais même plus comment ça s'est fait, proposé, ni rien. Mais on s'est retrouvés à bosser ensemble dans un café de coworking, chacune de notre côté sur nos petites affaires. Je pense qu'on s'était dit que c'était pas simple de s'organiser quand on était dans des activités autonomes et que ça nous ferait du bien. Et moi j'ai beaucoup apprécié ce moment, j'ai trouvé ça très chouette. Ouais. Ok. Alors, une première question qui va être un peu une question rhétorique parce que je connais déjà la réponse, mais ça va m'intéresser que tu la développes. Est-ce que tu te considères comme une personne queer ? Oui, on spoil. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? De par mon genre, je pense en fait depuis l'enfance que je suis une personne non binaire et après je me considère vraiment comme une personne queer parce que comment expliquer, en fait j'embrase vraiment mes singularités et j'en fais quelque chose de politique aussi. Donc je pense que c'est pour ça que je me considère comme une personne queer. C'est-à-dire que c'est pas de faire de mon entité, de mon identité, pardon. C'est pas laisser mon identité définir l'entièreté de ce que je suis, mais c'est le fait que je lutte pour mes droits, pour ceux de mes adelphes aussi, et que si j'étais une personne, je pourrais d'ailleurs tout à fait être une personne LGBT de la commune sans être queer, sans revendiquer des choses politiques, et je pense que c'est là la différence. Ok. Voilà. Pour toi, la différence entre être dans la communauté LGBTQIA+, et être queer, c'est la politisation de son identité ? Oui. Ok. Et ça va être justement la thématique d'aujourd'hui, donc ça va être intéressant. Et pareil, très en lien avec la thématique d'aujourd'hui, si tu devais définir ton rapport à l'art en quelques mots, ce serait quoi ? Je dirais que j'ai un rapport à l'art qui a toujours été... je veux dire, j'ai toujours vu et ressenti que j'avais une sensibilité haute
à l'art, mais aussi à tout dans la globalité. Et je pense que le fait que je sois très sensible fait que je suis autant touchée par des choses artistiques. Et après, mon rapport à l'art, je pense, a changé quand j'ai fait de la photo mon métier, puisque du coup, bah, t'as une dimension professionnelle qui fait que t'abordes la chose différemment, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, je vois un peu ma relation à l'art en deux parties, parce qu'il y a la photo où je suis dans la pratique et aussi dans le fait d'essayer de gagner sa vie. Enfin, c'est quand même hyper différent. Mais sinon, je dirais que c'est quelque chose d'essentiel pour moi, que vraiment j'en ai besoin, que je sais que si j'entends pas de musique toute une journée, je vais être triste à la fin de la journée. Je sais que j'adore discuter d'œuvres, de trucs. Je sais pas, un album sort, j'adore débattre, avoir des avis de mes potes, enfin voilà. J'adore observer, consommer de l'art aussi, des autres. J'aime que ce soit parfois plus vrai et physique. J'aime aller au musée, ou aller à des expos de potes, d'artistes que je connais pas et aller voir ce qu'ils font en vrai. Et de sortir un peu la tête des écrans aussi. Ouais. Donc voilà ma relation à l'art, je dirais. Ok. En gros. Donc ça va jusqu'au fonctionnement. C'est quelque chose qui te permet de fonctionner. Ah oui, complètement, ouais. Ok. Ok. Même en dehors de ta pratique, en tant que pure auditeur, spectatrice, tout ça, c'est ok. C'est intéressant. On va maintenant arriver au cœur du sujet, du coup. Donc je répète, le sujet c'est être une artiste queer dans notre époque. Déjà, la première question c'est pourquoi cette thématique ? Bah, en fait, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, ces derniers mois même, je dirais, à justement comment est-ce que je vivais, de quelle manière je politisais ce que je fais, et qu'est-ce que ça impliquait pour moi d'être photographe, photojournaliste aujourd'hui, de faire de l'art en étant qui je suis, c'est-à-dire une personne non binaire. Voilà, et j'ai réfléchi à plein de mécanismes militants, à plein de pratiques que j'ai pu avoir. Enfin, en fait, j'ai remis en question plein de choses, parce que je me demande toujours comment faire mieux, comment m'améliorer, et en fait, et du coup, je trouve cette thématique très intéressante, parce que je pense que être une artiste queer, c'est de l'évolution permanente. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Et quand tu parles d'évolution, tu penses à quoi ? Est-ce que tu penses à la pratique pure ? Est-ce que tu penses à la technique ? Est-ce que tu penses à l'aspect social, à l'aspect politique ? Enfin, qu'est-ce qui... Je pense que c'est sur tous les plans. Parce que j'ai commencé très jeune à faire ce que je fais. Je me suis pas politisée particulièrement jeune. Je veux dire... je militais pas quand j'étais au lycée, donc voilà, mais je veux dire, j'ai des opinions vraiment que j'assume et que je réfléchis vraiment, je dirais, depuis que j'ai 18-19 ans, donc c'est quand même jeune. Et tes premières opinions politiques sont souvent pas les mêmes au fur et à mesure des années, et tant mieux. Mais du coup c'est dans ce sens-là que plus le temps passe, plus je me renseigne sur des choses, plus je rencontre des gens qui enrichissent aussi ma pensée politique. Enfin, c'est tout ça, et je pense aussi bien sûr à la pratique dans l'art, dans la photo telle quelle, parce que forcément à force de pratiquer, pareil, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres manières de faire de la photo, d'expérimenter, forcément ta pratique évolue, et c'est tant mieux. Du coup non, vraiment sur tous les aspects, parce que même socialement, pareil, en fait c'est beaucoup, je crois beaucoup en ce que le partage et la rencontre d'autres personnes peuvent apporter, et à quel point c'est enrichissant de s'ouvrir et aussi de faire des choses de manière collective, tout ça ouais. Ça me parle énormément. C'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est parce que c'est le pouvoir du collectif. Tu me disais que tu avais des opinions politiques qui se sont construites à partir, surtout de façon consciente, en tout cas à 18-19 ans. Pour nous situer, là aujourd'hui, t'as quel âge ? J'ai 20 ans. Mais j'ai 21 ans à la fin du mois. Joyeux anniversaire en avance. Merci. Je sais pas si ça se fait. Mais... Ok, d'accord. Donc effectivement, la partie conscientisée de ton parcours politique, il est assez récent finalement. Ok. Même s'il y avait des valeurs qui étaient déjà là, présentes, sans être conscientisées. Exactement, oui. Ok.
Quand je t'ai posé la question du sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, tu as genré le sujet au féminin. Et je me demandais si c'était un choix délibéré. Oui. Ouais, en fait, je l'ai fait assez... Enfin, je l'ai fait de manière naturelle, honnêtement. Okay. Mais je pense que j'aurais pu le... Si je l'avais écrit, je l'aurais fait, je pense, de manière inclusive, tu vois. Ok. Parce que ça représente d'être un ou une artiste queer, en vrai. Ok. Voilà. Très bien. Donc, il n'y avait pas, effectivement, de vision très précise derrière ce genre-là. Non, en vrai, je pensais parce que quand je l'ai formulé, je parlais de moi et que du coup, j'alterne entre le masculin et le féminin, mais c'était pas plus significatif que ça, je dirais. Ok, très bien. Ça veut dire quoi pour toi être artiste queer? T'as vu, je dis pas un ou une. je passe entre les mailles du filet. Aujourd'hui, t'as un petit peu répondu déjà à ce que ça voulait dire être queer, à ce que ça veut dire aussi pour toi dans une certaine mesure être artiste. Est-ce que là ta réponse elle est encore un petit peu différente parce qu'un petit peu plus précise ou... Je dirais de manière générale que être un ou une artiste queer, c'est du coup je le vois vraiment du fait que dans ta pratique artistique il y a une dimension politique engagée et que tu présentes un art qui est éloigné des normes qu'on connaît et qui montre d'autres regards que une société hétéronormative. Voilà. Ok. C'est vraiment à la fois le côté on fait un pas de côté et on politise. Oui, c'est-à-dire qu'on fait un pas de côté, mais du coup ce pas de côté, en fait, qu'on le veuille ou non, il est politique déjà. Et du coup c'est après le fait de... la manière dont on exprime que c'est à quel point c'est politique ou pas, enfin ça je pense que c'est assez libre à chacune. Je pense qu'à partir du moment où tu montres quelque chose déjà de différent et que tu sais l'expliquer et... Enfin, je sais pas, t'es pas non plus obligé de... Enfin, de toute façon, t'es obligé de rien. Mais je veux dire, ça ferait pas de toi un artiste moins queer. Évidemment, c'est tout ce que je dis, c'est vraiment selon moi. C'est ta définition générale. Mais je pense que juste à travers ton art, tu peux montrer et expliquer que ton art est queer, quoi. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, t'as pas besoin de sous-titrer ton art pour qu'il soit queer ou politique. Oui. Ok. Tu contextualises à notre époque dans le sujet. Pourquoi ? Justement, ça rejoint un peu toutes les réflexions récentes que j'ai eues et du coup, je me disais, dans notre ère actuelle, dans notre époque, notre situation politique, notre situation climatique, enfin l'état du monde en général, aujourd'hui on est quand même dans une période assez particulière et du coup je trouvais ça intéressant de vraiment situer pour se dire vraiment qu'est-ce que ça fait là à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça peut apporter d'être une artiste queer quoi aujourd'hui. Et quand tu dis qu'est-ce que ça implique, est-ce que ça veut dire pour toi en tant qu'individu, est-ce que ça veut dire pour les autres, est-ce que c'est les deux ? Enfin, qu'est-ce que tu entends par ça ? Je pense en tant qu'individu, qu'est-ce que ça implique c'est intéressant aussi comme question parce que qu'est-ce que tu peux risquer à l'avenir aussi, enfin voilà. Et aussi, je voyais surtout qu'est-ce que ça peut apporter comme chose positive. Et alors, qu'est-ce que tu répondrais à cette je propre question ? Je répondrais que du coup, l'art en tant que personne queer d'autant plus permet de, je pense, sensibiliser sur des causes qui sont importantes, de toucher des esprits, de discuter avec des personnes qui... justement, moi en tout cas c'est comme ça que je vois mon art parce que je sais que on est dans une bulle, je suis dans une bulle en tout cas d'entre-soi militante de gauche, donc du coup je touche beaucoup des personnes qui sont déjà touchés par ce que je montre, sont déjà sensibles au sujet que j'aborde. Mais du coup, ce que j'aimerais à l'avenir, et c'est pour ça que j'aime bien faire des expos
et de discuter avec des personnes qui pensent pas forcément comme moi. Enfin, c'est là que c'est intéressant aussi, justement, de pas se fermer complètement à la discussion. Parce que même des personnes qui votent extrême droite peuvent être ouvertes à la discussion et on peut s'apporter des choses et c'est pas de dédiaboliser de dire ça, parce que c'est vraiment pas le but. L'extrême droite, c'est l'extrême droite, c'est ce que c'est terrible, et il y a pas de... On cherche pas à adoucir ça du tout, mais je pensais dans le contexte là des élections législatives, il y avait des gens à aller chercher, à récupérer, il y avait des gens qui votaient pas extrême droite par pur racisme et qui étaient tellement dans des états de désespoir que ils sont malheureusement ils ont basculé de ce côté-là, mais c'est plutôt dans ce sens-là que je le dis, plus dans le sens de, je pense que c'est hyper important de notre côté à nous, au moins réussir à garder notre humanité, que du coup certaines personnes perdent parce que le monde fait en sorte aussi que justement ils la perdent et qu'ils finissent par choisir la haine. Et du coup je sais que c'est pas facile du tout, hein, et c'est bien plus simple à dire qu'à faire, on s'entend, mais du coup je pense que c'est là que c'est très intéressant d'essayer par là de pouvoir aussi toucher des personnes et continuer le dialogue et la discussion, ne pas rompre le lien en fait. Voilà. Oui, c'est un vecteur de lien pour toi là. Ouais, carrément. En tout cas c'est le mien. C'est une façon peut-être plus entre guillemets douce, je sais pas si c'est le terme, mais d'aller toucher des personnes sur des sujets qui, si tu y allais frontalement, ne passeraient pas forcément. Ouais, carrément. Ouais, je pense que ça fait vraiment un moyen qui est très intéressant. Ouais, c'est un outil. Et en plus, c'est aussi un outil qu'on peut partager à plusieurs. Je veux dire, même dans la création, je veux dire. Moi, j'ai fait des expos avec des potes, des trucs collectifs, et c'était génial. Et justement, c'est tellement enrichissant quand on est à plusieurs sur un truc, d'avoir le point de vue, enfin plein de points de vue différents. Ça t'inspire beaucoup, t'as plein d'idées naissantes que t'aurais pas solo. On s'ennuierait, tu vois, un peu. Non, vraiment, le fait de partager, pour moi, c'est vraiment une clé pour plein de choses. C'est nécessaire, quoi. Et est-ce que, du coup, t'aurais cette ambition, cette envie à l'avenir d'aller plus vers un public qui n'est pas celui des queers, qui, comme tu le dis, est déjà sensible à la cause que tu mets en avant, que tu défends, que voilà, tu illumines aussi par la photo. Toi, t'aimerais du coup avoir une cible qui soit plus mainstream, plus en dehors de notre cercle, pour pouvoir créer du changement peut-être un petit peu je sais pas trop comment est-ce que je la qualifierais, mais en tout cas je sais pas trop encore par quel moyen précis, parce que je trouve que c'est difficile de sortir de cet entre-soi là, surtout quand à une période ça t'a aussi apporté quelque chose de très positif, parce que ça crée aussi des espaces où du coup tu peux t'exprimer, être toi-même, te sentir en sécurité, et te sentir bien et tout. Ouais, vraiment c'est hyper précieux, mais à la fois à trop s'entretenir que dans ça, j'ai l'impression qu'on perd aussi une objectivité, et que c'est très important de prendre du recul sur du coup là je vais aussi sur autre chose, mais aussi sur nos propres mécanismes, pour veiller à pas reproduire des fonctionnements que justement on dénonce à la base au sein même de nos communautés, enfin voilà. Et du coup je pense que pour cette raison là c'est cool de prendre du recul, et aussi pour aussi toucher d'autres personnes, parce que je sais que oui, en vrai je touche des gens qui savent déjà, et ça par contre je sais pas vraiment comment vraiment élargir, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Est-ce que c'est pas déjà quelque chose que tu fais un petit peu via le fait d'être reporter photo ? Si, justement. Ça, c'est une première... c'est un premier moyen, et qui est un bon moyen quand même. Tu nous dirais un petit peu ce que c'est ? Oui, du coup, depuis le mois de janvier cette année, je suis photojournaliste diffusée par l'agence Hans Lucas, qui est une agence française de photographes et photojournalistes indépendants. C'est-à-dire que du coup on est environ 800 dans l'agence, et du coup il y a des photographes diplômés, non diplômés,
des photographes indépendants, freelance, enfin voilà. Parce que du coup, moi je suis photographe freelance et j'ai pas fait d'études de photographie. Je suis autodidacte, ça va faire une dizaine d'années maintenant. Et du coup, j'ai postulé à cette agence-là parce que c'est celle qui me parlait le plus de par leurs engagements et ce qu'elle représente et sa manière de fonctionner, qu'elle prône beaucoup la rémunération à la pige salariale. Enfin voilà, c'était niveau valeur, en fait, on était assez alignés. Et où est-ce que j'allais oui, je voulais dire que je couvrais les mouvements sociaux à Lyon depuis bientôt 2 ans maintenant et que je faisais ça assez dans mon coin et sur mon Insta pour mettre en valeur les luttes sociales qui me semblent importantes. Et du coup, à un moment, j'ai voulu professionnaliser cette sphère-là de mon travail parce qu'en vrai, c'est vraiment le fait d'engager ma photographie qui est... Enfin, c'est la chose la plus sensée pour moi, c'est ce que je dis souvent, mais c'est vraiment ça en fait. C'est mon moteur, vraiment, d'engager ce que je fais. Ouais. Et du coup, là, on peut dire qu'effectivement, tu commences à être dans l'élargissement de ton cercle et à sortir de l'entre-soi, parce que si j'ai bien compris, tu me corriges si je dis des bêtises, mais l'idée c'est que ensuite les journaux puissent se saisir de tes photos. C'est ça. Pour illustrer des articles et ce genre de choses. Ouais, c'est exactement ça. Et donc ça peut être de la presse extrêmement variée et pas forcément une presse qui serait dédiée à la culture queer ou ce genre de choses. C'est ça. Alors après, vu ce que je couvre, forcément je suis plus publiée dans de la presse de gauche, mais c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, ça permet déjà de sortir de mon cercle entre soi queer lyonnais. Clairement. Enfin, vraiment. Et après, t'es aussi publiée dans de la presse... Enfin, je veux dire, qui est pas connue que de gauche, il n'y a pas que du Mediapart et de l'Humanité. Tu peux sortir dans du France 3, France Info, enfin, voilà. Donc là, forcément, tu touches vraiment un tout autre... public, des auditeurs complètement différents. Ouais. Ok. Donc, tu arrives déjà à faire un pas... Oui, c'est un premier biais, c'est vrai. Ouais. Vers ça. Après... moi je suis tout de suite, quand on me pose des problématiques, je suis tout de suite en train de me dire attends, comment on pourrait répondre à cette problématique, et c'est vrai que ce serait hyper intéressant de pouvoir échanger avec des personnes, des artistes sur cette thématique. Je pense que des artistes, il y en a plein autour de toi, et je suis sûre qu'il y en a plein qui se posent cette question là, et peut-être qu'il y en a qui ont réussi à y répondre aussi. Donc c'est intéressant de faire un peu une table ronde sur le sujet ou quelque chose comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a des choses à ressortir, effectivement. C'est effectivement ce que tu disais, c'est que c'est très difficile de sortir de l'entre-soi parce que c'est confortable l'entre-soi aussi. Il y a aussi un côté cocon. Oui, c'est vrai. Oui. Et il y a un côté accessibilité, en fait. Enfin, c'est marrant parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à entrer dans le cercle queer, à trouver des personnes queer, alors que j'étais à Lyon, hein, donc il y en avait, mais quand tu ne connais personne, tu ne connais personne. Il suffit d'une personne pour que ça y est, tu identifies. Mais c'est pas simple d'en sortir non plus. En fait, peu importe ton cercle de base, ce qu'il faut, c'est un point d'entrée pour pouvoir aller sur un autre cercle un autre cercle social, quoi. C'est sans point d'entrée, je trouve que c'est pas évident. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident, c'est sûr. Après, ça peut être aussi les expositions, comme tu disais, mais dans des lieux moins librairie à soi, quoi. Oui. Moins queer, moins féministe, moins engagé. Mais autant, je pense que même un lieu comme la librairie à soi... ça brasse pas mal. Ouais, ça brasse pas mal. Ouais. Et je pense qu'entre une personne qui s'intéresse tout juste au féminisme et une personne qui est venue pour l'expo représentation queer, et du coup là c'est encore différent. Mais je pense qu'il y a un petit spectre, sûrement de gauche, tu vois, mais pas exclusif trop entre soi, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord. Ça élargit déjà quelque chose. Ouais. Je suis d'accord. Je parle de la librairie à soi parce que c'est un lieu connu à Lyon pour être féministe, engagé, et donc sur
pas mal de questions, dont la question queer. Mais pas seulement, c'est aussi parce que tu as fait une expo là-bas, tu as exposé sur justement les personnes queer, sur ce que c'est que d'être une personne queer, avec à la fois une partie photo et à la fois une partie où les personnes devaient se décrire, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Devant laquelle moi j'ai pleuré, très clairement. J'étais à l'ouverture, enfin je sais pas comment dire. Au vernissage. Ouais, c'était au mois de mars. C'est ça. Et j'étais très heureuse de pouvoir y assister. Parce que c'était pas gagné. Et c'était extrêmement émouvant et fort comme message. Donc merci. Merci à toi pour ce travail-là. Et pour ton travail en général. Ça me permet de le dire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours en lien avec ton identité queer ? Je sais qu'il est justement... c'est un vaste sujet. Alors, mon parcours de photographe... Non. Mon parcours dans la queerness, moi qui je suis, ok. Ouais, parce que tu nous parles d'être artiste queer, mais du coup, au-delà de l'artiste, il y a juste la personne queer derrière. Alors, là ça va être deep. On partage qu'on a envie de partager. Oui, bien sûr, mais c'est que en vrai j'ai envie de lâcher, de raconter l'histoire dans son entièreté. Alors déjà, je pense que en vrai, maintenant que j'ai compris beaucoup de choses, j'ai l'impression, sur qui je suis moi, j'ai fait des liens avec des choses de l'enfance et tout. Et donc vraiment, je pense qu'en fait, mes premiers signes d'être queer, c'est vraiment quand je devais avoir 8-9 ans et j'étais vraiment... c'était pas facile du tout, mais j'étais vraiment perturbée par mon image, par ce que je renvoyais et par la manière dont les gens me percevaient socialement. En fait, j'avais vraiment un gros questionnement où je m'étais devant mon miroir et je me disais mais est-ce qu'on me voit comme une fille ou un garçon, et ça me rendait malade. Alors, vraiment, je me souviens de cette image quand on allait au marché le samedi avec mes parents, qu'on croisait du coup plein de gens et je me disais mais tout le monde me regarde parce qu'en fait on sait pas comment est-ce qu'on doit me voir et je me disais mais pourquoi. Et puis bon, tout ça sous le tapis. Quand on a 8 ans d'avoir ce type mais du coup j'étais hyper perturbée. En fait ma primaire collège, j'avais l'impression d'être un peu weird, genre vraiment en mode de je suis juste chelou, bon tant pis. Et puis après tu sociabilises en tant que fille et puis c'était comme ça quoi. Enfin, moi je savais même pas qu'être non-binaire existait au collège, donc voilà. Et mais maintenant quand je disais au début du podcast que je pense que je le sais depuis un moment et tout, depuis l'enfance, en fait c'est parce que maintenant j'ai compris que c'était ça. Mais dans ma tête de 10 ans je savais pas que c'était non-binaire, voilà. Et du coup je dirais ça, vraiment la compréhension, le premier truc. Après je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie quand j'étais en 3e. Donc là j'étais vraiment classique et j'étais en mode oh là là, qui n'a pas tombé amoureuse. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe. C'était à la fois trop bien parce que moi j'aime bien être amoureuse, donc voilà, c'était bien, mais hyper perturbant parce qu'en fait on m'a jamais dit c'est possible que tu sois autre chose qu'hétéro, et du coup j'étais hyper en violence avec moi-même parce que je comprenais pas. Et moi je m'étais mise dans ma petite case là, tout filait droit, j'avais des bonnes notes à l'école, j'étais dans les clous, et du coup j'étais bien dérangée par ça au début. Et donc une grosse phase de colère avec moi-même, j'avais pas envie d'être lesbienne en fait, du coup j'ai dit non. Et après la suite du parcours, c'est 3 ans de relations hétéro très très compliquées dans laquelle je me retrouvais pas du tout, et du coup c'était très violent pour moi aussi. Et c'était une relation avec beaucoup d'emprise et tout, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir, à me libérer de ça. Et au bout de 3-4 ans j'ai réussi à m'en extirper, et depuis ça va beaucoup mieux. Et en fait depuis 2 ans c'est les retrouver avec moi-même tous les jours. Du coup c'est bien, c'est trop bien, vraiment, c'est joliment dit mais c'est vraiment ça pour le coup. Du coup le parcours dans les grandes lignes c'est ça. Et du coup c'était assez tumultueux, mais je sais que j'avais pas en fait les espaces pour pouvoir me retrouver et m'accueillir en fait. J'avais pas l'espace pour. Et du coup pendant un moment, quand j'ai eu après cette relation très compliquée au lycée,
je m'en voulais parce que je me suis dit en fait bon, le truc classique de un peu position de victime dans cette relation, mais je me disais que en gros je m'étais fait subir ça en restant et que j'étais pas partie, alors qu'en fait juste tu peux pas partir, c'est trop compliqué. Mais maintenant je me suis vraiment pardonné ça et en fait je comprends que en fait j'ai complètement juste refoulé qui j'étais, du coup je suis allée à l'opposé, l'extrême opposé. Même si c'était violent, du coup je restais là-dedans parce que socialement c'était acceptable et voilà. Et en fait, et puis j'étais en Haute-Savoie, où j'ai fait mon lycée avec des personnes qui sont très peu ouvertes d'esprit, donc vraiment il y avait zéro espace pour. Je disais avant que j'étais bi, j'avais dit ça à une soirée, on m'avait. Voilà. C'était pas l'espace pour exister, donc je me suis vraiment pardonnée à moi parce que socialement ça aurait pas été possible. Ça aurait été trop et je violent. pouvais pas être seule, et donc j'avais ces amis là et puis c'était comme ça. Mais du coup le fait de partir à Lyon, de décider de prendre des décisions vraiment pour moi, vraiment que pour moi, qui me regardait que moi et que je me devais à moi même, et ça a vraiment changé la donne. Et du coup en choisissant qui je voulais fréquenter pour moi sans devoir suivre qui que ce soit ou m'imposer quoi que ce soit, et c'est là que ça a fait la différence quoi. Trop bien. Ouais. Et comment tu t'es intégrée dans le cercle queer lyonnais ? Alors comment Ah mais je sais, en faisant mon exposition pour... génial. Ouais, en fait mon exposition à la librairie à soi, c'était du coup représenter les personnes sous-représentées, donc les personnes queer. Et en fait j'avais lancé un appel sur Insta. En fait j'ai commencé à être un tout petit peu suivie par des personnes de Lyon sur Instagram en couvrant les manifestations. Parce que je suivais des comptes de réseau un peu militants et tout, et je mettais des photos, et on réutilisait parfois mes photos, tout ça. Et puis après je suivais des comptes de photographes aussi de manif à Lyon. C'est un petit peu comme ça que je commençais à avoir des mutus, tu vois. Et puis après... quand du coup je me suis acceptée telle que je suis, je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de faire une expo sur les représentations queer. Et au final ça allait complètement dans ma dynamique personnelle d'avoir besoin de moi aussi me sentir représentée. Du coup en fait un jour j'ai mis une story d'appel à photo dans le cadre d'une future expo, tout ça, et là j'ai reçu plein de messages de personnes qui voulaient participer, et en fait là à chaque fois c'était des photos et puis 1 heure ou 2 à discuter et à se dire oh bah je vais prendre un café et puis machin, à s'envoyer des messages. Et puis après c'est surtout que j'ai bien aimé faire cette expo là parce que ça a créé un vrai lien où après je revenais vers les personnes en mode ah bah ça en est à là, j'ai reçu les tirages, bientôt il y a l'expo, tout ça. Enfin c'était vraiment cool, et après de revoir toutes les personnes photographiées le jour de l'expo, enfin c'était vraiment hyper touchant. Et du coup ça a dû être hyper intense. C'était un an de taf en plus qui aboutit, j'étais en mode mais qui est-ce qui se passe, non pas un an mais c'était quand même de juin à mars, donc c'était pour un peu une année à travailler dessus quoi. C'était incroyable, ouais. Et du coup oui c'est comme ça en fait, hein. Et c'est pour ça que je dis les choses que j'ai fait de moi-même, par moi-même, pour moi-même aussi dans un sens, parce que c'était vraiment ma volonté, mon envie de faire cette exposition. Et après je sais pourquoi je la faisais, c'était bien sûr pas que pour moi, mais à la fin quand tu vois le résultat et ce que ça t'a apporté même dans ta vie, tes relations humainement, les rencontres que j'ai fait et tout, tu te remercies toi aussi d'avoir fait des choses. C'est beau. Et ça c'est très important. Et du coup j'ai récupéré vraiment une meilleure estime de moi-même, et tu vois que t'es capable de faire des trucs par toi, par tes propres idées et tout, enfin c'est génial. C'est trop chouette. Et du coup, si je comprends la chronologie, t'as réussi à te considérer comme queer et à avancer sur ce cheminement alors que tu revenais de loin, parce que tu revenais d'un environnement qui était hyper nocif par rapport à cette identité-là, avant même d'entrer dans le cercle queer, parce qu'en fait c'est parce que t'as commencé à t'intéresser à la queerness que tu as lancé cette expo et du coup cet appel à photo, etc. Mais en fait, c'était vraiment la période où j'ai compris qu'il y avait une possibilité que je ne sois même pas habillée et que je sois juste lesbienne. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à le comprendre, et en tout cas à me poser des questions. Et du coup, j'avais trop envie de faire cette expo, quoi. Ouais. Mais t'as pas eu besoin d'avoir des personnes autour de toi, des modèles, pour
avancer sur ce cheminement qui pourtant revenait de très loin, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est vraiment le fait de me retrouver seule qui m'a permis ça. Et du coup, c'était pas du tout une période facile non plus, hein, parce que du coup, tu prends conscience de plein de trucs et tu compares à ce que t'as fait les dernières années, t'es en mode waouh, pourquoi? Enfin, c'est quand même assez conflictuel avec soi-même au début, mais en vrai, c'est vraiment le fait de me retrouver seule parce que j'étais entourée d'amis, bien sûr, mais j'avais passé beaucoup de moments toute seule avec moi-même, à faire mes trucs, à faire ma photo, à m'occuper de moi et ce que j'aimais faire au quotidien. Et juste ça, ça m'a permis de me retrouver dans un sens, en fait, ouais, vraiment. C'était hyper important, mais pourtant j'avais très peur d'être seule. Ah ouais, mais tu m'étonnes. au final c'est bien, ça fait du bien. Ah, ok. Je trouve ça super intéressant parce que souvent, justement, ce qui revient dans nos discussions queer, c'est que si on avait eu des modèles, on se serait trouvé beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite parce qu'on aurait su que ça existait. Et toi, t'as pas eu tant besoin de ça pour... Et pourtant, encore une fois, en revenant de loin, parce qu'en revenant d'une détestation de soi, vu le contexte dans lequel tu vivais. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de voir qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être entouré de personnes queer pour identifier sa propre identité queer. Oui, après, si j'avais eu des représentations, mettons, plus jeunes et au collège, j'aurais pas forcément eu cette détestation Bien sûr. de moi-même, mais tout ce refoulement... Donc dans tous les cas ça aurait été que bénéfique. Bien sûr, même, voilà. Évidemment que plus tôt ça aurait été un peu une bouffée d'air frais de se dire ok, peut-être que je me fais malmener très fort par mon entourage et mon environnement, mais je sais que ça existe et que c'est valide et que on a le droit et qu'on peut exister et que je ne suis pas seule. Voilà. Mais j'entends. Ok. Est-ce que tu as toujours su qu'il y aurait un aspect politique dans ton art ? Toujours. En fait, je fais de la photo, un peu de vidéo et tout depuis que j'ai 12 ans. Ouais. Donc, quand on me dit est-ce que t'as toujours su nanana, je me vois à cet âge-là en train de prendre ma chienne en photo. Donc, oui, parce que réfléchis. On peut le dire, ça, t'as commencé la photo parce que t'as un animal qui est venu dans ta vie dans un moment pas facile. C'est ça. Je te laisserai en parler plus si tu le souhaites. Et qu'en fait, ça a été ça le déclic. T'as pris des photos en rafale de ta chienne, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais du coup 10 ans quand mon frère aîné est décédé et à la suite de cet événement, on a adopté une chienne avec ma famille pour s'occuper, ça a ajouté quelque chose au quotidien pour s'aider dans cette étape difficile. Et en fait, j'ai eu mon premier téléphone 1 an après dans la foulée et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment prendre des photos et qu'après j'ai demandé des appareils photos à chaque anniversaire. Et je m'éclatais en fait, c'était vraiment mon échappatoire et c'est comme ça que j'ai commencé la photographie. Et du coup, est-ce que ça a toujours été politique pour moi ou pas ? En fait, j'ai l'impression que, je sais pas si ça va être évident à comprendre dit comme ça, mais en fait, par le simple fait que la photographie ait été un échappatoire pour moi qui m'a un petit peu sauvée d'une profonde tristesse en quelque sorte et qui m'a aussi permis du coup de tenir quotidiennement, en fait rien que ça je le vois un peu de manière politique parce que pour moi essayer chaque jour d'aller bien c'est politique et du coup l'essence même de pourquoi je fais de la photo en vrai je me trouve très politique et en plus sinon si on parle plus dans la matérialité des choses je me souviens je faisais déjà des vidéos que je mettais sur Insta où en gros je faisais une mise en scène où je faisais semblant d'abandonner ma chaîne pour faire des vidéos non à l'abandon et tout, enfin j'étais déjà très dans des trucs où en mode je voulais passer des messages donc en vrai sinon je pense que depuis le début ça allait avec mon âge mais je pense qu'il y a toujours eu le truc de vouloir passer des messages forts visiblement. Ah, c'est intéressant parce que de premier abord, ta réponse, c'était pas forcément ça. Mais non, je réfléchissais et j'ai pensé à ce petit truc-là et puis je voulais d'abord amener en faisant le lien avec le pourquoi je fais la photo et qui, du coup, au final, est aussi un aspect très fort, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Pour toi, t'as commencé à faire de la photo pour te sentir bien. Oui, et c'était pas conscient.
par contre. C'était juste, j'adorais mon animal, je passais tout le temps du temps avec elle, à la dresser, la promener et tout, et du coup, bah, je prenais des photos comme quelqu'un qui gagne de son, de son chien. Et en fait, après, c'était en me promenant dans la nature, enfin, je sais pas, je faisais des angles, enfin, j'aimais bien faire ça, je prenais la nature en photo, je faisais plein de trucs, et puis au bout d'un moment, j'aimais vraiment bien, et je me rendais bien compte que avec un téléphone, c'était pas si ouf, et que si je pouvais avoir un petit appareil, ça aurait été mieux. Et du coup, j'ai attendu 1 an pour mon anniversaire, j'ai demandé ça, et j'avais eu un premier petit Nikon compact, je me souviens, et il faisait très bien le taf, et je faisais déjà plein de photos trop cool avec, et là j'ai appris, j'ai tout appris solo, à shooter en manuel, régler les ISO, la vitesse, blablabla. En fait, c'était à force de tester, hein. Voilà. Ok. Aujourd'hui, t'es en mesure de regarder tes premières photos et d'en ressortir quelque chose de positif? Ah oui. Okay. Ah oui, j'ai tout. J'ai tout dans des disques durs, j'ai toutes mes vidéos avec ma chaîne, j'ai tout. Et oui, ça me pose aucun problème, je suis trop contente d'avoir gardé ça. Trop bien. Et de pouvoir voir mon évolution, quoi. Trop bien. Oh. Pardon pour le bruit. Ouais. C'est la rue, ça vit. J'espère que la personne ne s'est pas fait mal. Est-ce que tu te souviens de la toute première chose que tu as prise en photo qui était politique d'après toi? Au-delà de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire du côté en fait c'est politique parce que ça m'a permis de rester en vie et de me raccrocher à quelque chose. Je sais qu'au début donc tu prenais beaucoup ta chaîne en photo, là tu nous as parlé d'un petit peu de nature, je sais que tu prenais des portraits de tes potes, je crois. Ouais, c'est ça. En photo. La première fois, je dirais, où je l'ai vraiment conscientisé, en vrai c'était quelque chose de très concret, c'est la première manif où je suis allée. Okay. Et je me suis dit, tiens, prends ta caméra, juste comme ça. J'avais aucune ambition d'en sortir quoi que ce soit de ouf. Et en fait, j'ai fait quelques photos, c'était du coup simplement des photos de pancartes en vrai, sur une manif féministe. Et en fait, j'ai aimé que ce soit très concret justement. Et c'est la première fois, ouais, que du coup, c'était à la période où je reprenais la photo en 2022. Parce que du coup, tout le temps du lycée où c'était compliqué, j'avais complètement mis ça de côté. Et ça me manquait beaucoup, justement. Et j'ai pu reprendre en arrivant à Lyon. Et du coup, ouais, je pense que c'était cette période-là, les premières manifs que je couvrais. Donc cette première manif, c'était la première fois que tu reprenais ton appareil photo depuis l'avant-lycée ? C'est ça. Oui. Ah ouais. Ouais. Et en fait, je l'avais repris un petit peu en mai, juin. J'avais pris 2-3 potes en photo, mais c'était rien de ouf. Enfin, c'était très chouette, hein, mais je veux dire, c'était pas régulier, c'était vraiment vite fait. Et du coup, c'était la première fois où là, quand je suis rentrée dans la manif, que j'ai exporté mes photos, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai envie d'en faire un truc de ça, c'est très bien. Et surtout, c'était à quel point j'avais aimé faire ça, quoi. C'était trop bien. Tu peux nous recontextualiser quelle manif féministe c'était ? Alors, c'était le 25 novembre 2022. Donc, c'était la manifestation annuelle contre les violences sexistes et sexuelles. Ok. C'était une manif que tu avais déjà faite en dehors de ce contexte-là ? Mais c'est la première fois que je me rendais à une manifestation de toute ma vie. Donc, c'est ça, en fait. Je m'intéressais même pas à aller en manif avant. Ah ouais. Donc, le chemin. Ouais. Ouais. Le chemin de la personne qui n'allait pas en manif il y a combien de temps du coup on a dit ? En gros il y a 2 ans. Et qui aujourd'hui est reportée. Je serais jamais allée là il y a 2 ans. Alors que maintenant t'es photojournaliste. Ouais, c'est assez ouf. En fait il y a eu un moment de concentration de trucs en 1 an. Ouais. Donc il y a eu vraiment un truc très rapide qui s'est fait. Vraiment vécu une période de transition très forte sur tous les plans. 1 an à 2 de transition. Ouais. Du coup un peu fatigant, non ? Bah oui. Ouais. Là, une maladie auto-immune active, du coup, c'est pas ouf, mais. Ouais. C'est riche, mais c'est fatigant, quoi. C'est turbulent, un petit peu. Mais après, il faut apprendre à se. Mais ça m'a rapproché de moi-même, quoi. Okay. Maintenant, je pense que c'est plus simple de savoir s'écouter, de plus d'avoir plus de clés pour construire sa propre paix. Voilà, je parle beaucoup de ça, d'essayer de créer ma paix. De créer ma propre tranquillité et tout. C'est pas simple du tout. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que... comment tu vois... Là, t'as dû effectivement du coup mettre un peu un stop concret et qui n'était pas de ton fait à ton activité, à ce que tu faisais, et t'avais lancé beaucoup de choses.
on pourra en parler aussi. Je pense au collectif, etc. Comment t'as vécu ce stop un petit peu nécessaire et obligatoire qui est venu à toi, quoi? Est-ce que tu peux répéter la question? Pas de soucis. On phase. Je pars dans les pensées là. Pas de soucis. Je te demandais, ça me permettra d'essayer de la faire plus efficace. Non, mais t'inquiète, je me concentre. T'inquiète. Je te demandais comment t'avais vécu cette nécessité de mettre un stop à toutes tes activités et au projet que t'as lancé très très récemment. Donc vraiment sur des prémices de projet où généralement c'est là où on a envie, on est effervescent d'envie, etc. Comment ça a été pour toi, si tu veux nous en parler, et donc contextualiser un petit peu du coup cet arrêt qui est un peu brutal, qui a dû être opéré par toi à ce moment-là? Alors, je l'ai pas bien vécu sur le moment. Bon, en fait, ça m'a... Mais je vais expliquer que ça m'a permis de me sentir bien mieux et de reconnaître certaines choses aussi, où en fait mon quotidien à Lyon était pas top non plus l'année dernière en fait finalement. Mais quand on s'enferme dans le taf et qu'on a les œillères et qu'on voit plus et qu'on fonce un peu tête baissée, on s'en rend pas compte du tout. Mais je me suis retrouvée en Creuse chez mes parents à la campagne à littéralement plus rien faire de ce que je faisais au quotidien. Et justement, tu vois, là j'ai encore le truc de dire en gros je fais plus rien si je fais pas la photo, alors que non, la vie ne s'arrête pas là. Mais voilà, c'est vraiment la sensation que ça m'a fait. Et du coup, non, je l'ai vécu vraiment... j'avais l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied. C'était très soudain. Et en même temps, je pense que ça m'a soulagée d'une certaine manière. Parce qu'en fait, ça a été le moyen de faire un break, quoi. Ouais, qui était et malheureusement, nécessaire. c'est un peu brutal d'être diagnostiqué d'une maladie chronique pour pouvoir faire un break. Mais là, ça m'apprend que j'ai pas envie de devoir arriver dans un état de fatigue physique ou mentale pareil pour pouvoir me dire là, t'as besoin d'une pause, quoi. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, je m'écoutais pas du tout. Et j'arrêtais pas, quoi. Et aujourd'hui, t'as l'envie de plus t'écouter, mais est-ce que t'as l'impression que t'as les moyens de le faire? Oui, parce que du coup, pendant... je pense que ça va être tout un apprentissage maintenant que je suis à nouveau dans ce quotidien-là et que je suis en ville et que c'est pas du tout le même rythme et que c'est compliqué de ralentir. Mais pendant, du coup, avril, mai, juin, pendant plus de 4 mois où j'étais du coup chez mes parents, j'ai fait des trucs, j'ai fait de la sophro. Trop bien. J'ai essayé de en fait trouver des outils que je pourrais réutiliser dans mon quotidien pour me sentir mieux. J'ai réappris, parce que c'est vraiment un réapprentissage, à me coucher tôt, me lever à des horaires décentes. Enfin, en fait, j'ai réappris à me construire une bonne hygiène de vie parce que ça joue tellement sur le moral. Mais oh là là, routines, hein. mais vraiment terrible. Enfin, c'était non pas terrible, c'est super. Mais en fait, j'étais en mode, mais c'est terrible à quel point je me rendais pas compte et à quel point mon hygiène de vie à Lyon n'allait pas du tout pour me laisser la place d'avoir le moral en fait. Enfin, le fait je parle sur plein d'autres trucs, mais globalement de me faire à manger correctement, de pas taper 4 paquets de bonbons, de sucre, de gâteaux, mais bien que c'est ok de le faire si t'as envie ou besoin de le faire, mais en fait je me suis rendu compte à quel point en ayant aussi un rapport à l'alimentation qui est pas hyper sain, à quel point ça me bouffait dans la tête, de la culpabilité derrière et du fait que scientifiquement le sucre te fait un brouillard mental. Et moi ça je ne savais pas, ou je ne voulais pas l'écouter. Et là en fait vraiment parce que maladie inflammatoire, j'ai fait attention à ce que je mangeais. Donc je mangeais plein de légumes, plein de repas très équilibrés et tout, c'était trop bien parce que quand tu te fais des bons plats, c'est moins compliqué de manger des légumes. Et en fait je me suis rendu compte au bout de plusieurs semaines que déjà je m'étais déshabituée du sucre comme j'avais l'habitude d'en manger, on s'entend. Je suis pas à zéro sucre, j'ai pas en mode régime hyper strict et tout, c'est pas le bon plan. Il y a un banana bread qui nous attend après, donc il y a quand même le sucre est toujours un petit peu là. Moi je suis toujours gourmand et tout, et j'adore manger, hein, mais par contre le fait de vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait une désintoxication du sucre vraiment industriel, vénère, où vraiment je faisais des grosses crises où j'avais vraiment besoin de manger plein de sucre. Et en fait je me sentais hyper mieux et j'avais beaucoup moins le petit bruit, vraiment le brouillard mental où dès le matin j'étais là en mode pas envie, genre. Mais vraiment pas envie du tout. Du coup et pas envie, et pourtant tu menais beaucoup de choses de fou.
Bah ouais, mais je pense que c'était ma manière de me raccrocher vraiment. Ouais. C'est-à-dire que je pense que, enfin, plein de fois je me disais, mais si j'ai pas la photo, qu'est-ce que je fous là alors vraiment à ce point, alors que non, je ferais bien autre chose. mais je suis très très reconnaissante de la vie de faire ça. Peu importe, enfin, pas peu importe, mais malgré que ça vienne d'où ça vient, bah, de toute façon, la vie est telle qu'elle est, je la changerai pas, et donc je préfère être reconnaissante de ce que j'ai. Parce qu'en plus, j'ai de la chance de pouvoir faire ce que je fais là. C'est que c'est pas du tout donné à tout le monde. Je peux être dans ces conditions et essayer de vivre de mon art parce que mes parents sont aisés et que je suis dans une position très privilégiée. Donc, plutôt que de me morfondre dans un sens, même si des fois on n'est pas bien et que c'est pas se morfondre et que des fois on n'a plus l'énergie et on peut plus faire autrement, et qu'on a complètement le droit, et voilà. Je précise que c'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Ouais, c'est vraiment ton positionnement. Mais que du coup, là, avec. Enfin, maintenant que j'ai les ressources, je sens, et les outils pour aller de l'avant, faire reprendre la chance que j'ai, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est chouette. Je sais plus d'où on partait, mais c'était super intéressant. On partait de comment est-ce que j'ai vécu cet arrêt brutal cette année. Tout à fait. Je pose la question de façon très très égoïste parce que moi je ne supporte pas que mon corps me mette des stops. Mon corps, c'est un outil qui doit fonctionner. Donc j'ai un rapport très très sain à mon corps, comme tu le vois. Donc j'empathise beaucoup avec cette étape-là dans ta vie, surtout comme je disais, dans une période où tu lançais beaucoup de choses, tu étais en prémisse de beaucoup de choses. Et c'est les meilleurs moments dans les projets quand on lance. Enfin, c'est explosif, quoi. Il y a beaucoup d'hormones de bonheur qui sont associées à ça, donc j'empathise beaucoup avec ça, et je trouve ça très très chouette de se dire que c'est quelque chose dont tu sors grandi, renforcé, reboosté, etc. Et que quand la vie te met un stop, c'est pas que un emmerdement à gérer. Mais là c'était vraiment dans ce sens-là. Pendant, je dirais, 2-3 premières semaines, arrivée chez mes parents, j'étais pas allée chez eux depuis 3 ans. Enfin, j'étais allée chez eux ponctuellement, mais vivre chez eux pendant plus de 2 semaines comme ça, enfin, c'était plus arrivé. Et j'ai une bonne relation avec mes parents et on s'entend très bien, et ça aussi j'en suis très reconnaissant, et du coup ça s'est bien passé. Mais les 2 premières semaines, ce fut un choc. Donc j'étais là et je me disais, mais hier j'étais à Lyon, pourquoi, enfin j'étais à l'hôpital pendant un petit moment, puis après je suis arrivée chez eux et je me disais, mais il y a une semaine j'étais encore à Lyon en train de faire ça. Et là je me disais, et là je pouvais rien faire jusqu'à on ne sait pas quand. Parce que j'ai commencé un gros traitement à base de cortisone, enfin, j'étais hyper fatiguée, je pouvais rien faire. Et je connaissais personne, enfin en Creuse, il n'y a plus personne, enfin il y a les parents et les vieux, enfin voilà. Et il y a les vaches, et c'est cool, hein, mais au final j'étais très bien là-bas, vraiment, c'était super. Quelle chance de pouvoir aller me réfugier à la campagne, c'était génial. Mais oui, gros choc. Et en fait, après, une fois que j'ai accepté la situation du mieux que je pouvais, et que je suis sortie de ma phase de colère, de pourquoi je suis là, et je me suis rendu compte qu'en fait là la vie me tendait une main pour pouvoir reprendre d'une autre manière, et parce qu'en fait long terme mon rythme l'année dernière n'aurait pas tenu, c'était pas viable. Donc là c'était vraiment tiens, on te donne l'opportunité de réétudier un peu le truc, tu vois, et de le refaire autrement et mieux. Et du coup voilà, ouais, c'était ça. Trop bien. Et j'allais ailleurs, mais j'ai oublié, ça va me revenir. Oui, ça reviendra. En tout cas, moi je vais observer avec grande attention ta compétence en la matière de mettre en place des trucs pour ne pas repartir en burn-out. Je te partagerai les tips qui fonctionnent, qui fonctionnent pas. Après, c'est beaucoup, faut avoir des idées, et après il faut tester, parce qu'on est tellement tous différentes que voir ce qui fonctionne sur soi, quoi. Ouais, moi je me fâche, juste, je m'énerve. Je m'énerve et je dis non, j'ai envie de faire, je ferai. Et après c'est pas bon. Ça part en cacahuète. Ça marche souvent pas bien. Non, ça marche pas du tout. Les années qui viennent de s'écouler le montrent, ça ne marche absolument pas, ne faites pas ça, je vous le recommande pas. Mais je sais ce que j'allais dire, si je pensais à la symbolique de justement quand j'ai appris que j'étais malade en avril, j'étais en pleine réunion avec les copaines. Donc le collectif que j'ai co-créé en janvier avec 5-6 autres personnes. Génial, et en fait j'ai reçu le coup de fil du labo en mode ça va pas pendant la réunion, et du coup
Voilà, j'étais coupée, vraiment, j'étais en plein dans mon truc à fond et voilà. Ça représente bien ce que ça représentait dans la globalité. Ouais, voilà. Complètement. Ouais, la symbolique, elle est forte. Du coup, je t'ai tendu une perche pour une transition vers le collectif. Mais tout à fait. T'as 2 collectifs actuellement. Ouais, c'est ça. Le collectif, tu l'as déjà dit, c'est très fort pour toi. C'est très présent. Est-ce que tu nous dirais un petit peu pourquoi 2 collectifs ? Est-ce que, on pourrait se dire un suffit, pourquoi 2 ? Quels sont leurs objectifs, leur destinée, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais. Alors, je vais commencer par présenter du coup le collectif Brume. Donc, on est plusieurs photographes de Manif à Lyon et on a fondé ce collectif pour sensibiliser autour de la photo en manif à Lyon, de ses pratiques et aussi de sortir un petit peu de ce qu'on faisait déjà tous de manière individuelle, de faire des photos d'une manif, les envoyer sur Insta et pas forcément aller trop plus loin que ça. Et du coup là ce qu'on essaie de faire c'est de vraiment rédiger à plusieurs des articles et du coup il y a un travail aussi d'écriture collective qui se joue derrière et de réflexion. On retaffe vraiment les textes, on se dit mais là est-ce qu'on dirait pas ça autrement ? Pourquoi est-ce qu'on veut dire ça et pas ça, et du coup on crée vraiment une réflexion sur la lutte qui je trouvais super intéressante et du coup le collectif Brume c'est ça et à l'avenir c'est déjà quelques expositions pour aussi essayer de créer toujours un lien et de la solidarité un peu entre militants militantes et de mettre des visages et des paroles et des échanges sur des comptes Instagram parce que je trouve ça trop bien qu'on puisse sortir de nos écrans un petit peu Et du coup c'est uniquement des personnes qui font de la photo et du photojournalisme? Non pas du tout, c'est pour la plupart des personnes amatrices de photo et qui sont qui font de la photo en manif mais dont c'est pas le métier quoi. D'accord. Mais on est 2 à être en auto-entreprise dans le collectif mais sinon c'est amateur donc vraiment l'objectif c'est d'aller vers une pratique plus saine, plus sécure, etc. Même auprès de personnes dont c'est pas le métier mais qui sont sensibles à ça. Ouais exactement. C'est super. C'était vraiment pas le but de faire quelque chose de professionnalisant et surtout que c'est pas le but quoi, c'est vraiment pas le but et puis les photos sont je veux dire on n'est pas dans le désolée je perds ma phrase on juge pas la qualité des photos la qualité des photos en fonction du diplôme ou bien sûr ou que tu sois pro ou pas bien sûr voilà. Et du coup, le deuxième collectif, tu nous en as un petit peu parlé. Du coup, le deuxième collectif et future association pour bientôt. Oh, wow, c'est les copaines, merci. Ouais, on s'est vu une semaine cet été, on a fait des statuts tous les jours. Génial. Et du coup, c'est bientôt bon. Et du coup, les copaines, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif pour créer de la solidarité entre artistes / auto-entrepreneureuses lyonnaises et s'aider à vivre de notre art, de nos activités. Du coup, on crée des événements pour réseauter, des tables rondes pour discuter autour des problématiques qu'on est plein à rencontrer seuls dans notre coin et du coup là le but c'est vraiment de créer du lien et de trouver des solutions ensemble. C'est aussi un engagement militant, donc on a fait un appel à la mobilisation pendant la période des élections législatives cette année parce que une extrême droite au pouvoir c'est la fin de nos métiers entre autres et du coup on voulait vraiment redonner un élan politique. On est en train de voir pour travailler avec des syndicats aussi, appeler les gens à se syndiquer si elles le souhaitent, mais juste simplement déjà premier pas de se renseigner parce que c'est de se syndiquer, pourquoi, où, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On a fait un marché de créatrices parce que le but c'est de kiffer, de mettre en avant des personnes qui font de l'art, qui créent des choses et voilà, s'apporter de la visibilité mutuellement
Et voilà tout. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et de faire des ateliers aussi. Des ateliers autour de problématiques qu'on nous rapporte. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment... Enfin, nous, on a cofondé ce collectif, mais le but à l'avenir, c'est de le faire fonctionner vraiment avec des adhérents et plein de personnes qui veut y contribuer, y participer. Enfin, c'est le but vraiment qu'on reste pas entre nous et c'est pas le but de qu'il y ait nos visages sur les copains, quoi. On veut vraiment que ce soit quelque chose qui fonctionne par la force du groupe et vraiment de manière bien plus élargie que là. C'est juste le temps de mettre la chose en place, de faire les statuts, etc. C'est tout neuf. Mais oui, c'est ça date de janvier. Et le collectif Vomo aussi. Les deux se sont lancés le même mois. Ça va, c'était un bon mois. Oui, c'était cool, le début d'année en vrai. Et après, oui, donc des ateliers en fonction des problématiques que les personnes nous amènent. Le but, c'est d'aller chercher des personnes qui sont professionnelles sur telle thématique et qui puissent apporter un atelier de qualité pour aider les personnes qui en ont besoin. Je pense par exemple à les déclarations URSSAF, les statuts URSSAF au tout début, c'est pas facile pour tout le monde, l'administratif, faire des ateliers par rapport à des logiciels de vidéo, de photos, enfin j'en sais rien. C'est des exemples, mais du pratico-pratique, des trucs gratuits ou à prix libre si on a dû louer une salle pour qu'on essaye d'équilibrer nos fonds. Enfin voilà, c'est vraiment de miser sur l'accessibilité. Beaucoup, c'est un gros point de notre charte d'engagement. On fait attention de faire nos événements dans des lieux qui ont des accès PMR, tout ça. C'est super chouette. Et du coup, alors peut-être que c'est en train de changer vu que là vous allez passer en asso, mais aujourd'hui, si moi je veux entrer dans le collectif ou être adhérente dans la future association, comment ça se passe? Aujourd'hui, je sais pas quand ce podcast va sortir, mais peut-être que ce sera déjà peut-être en ligne, mais on va bientôt recruter déjà pour élargir les personnes qui sont membres vraiment actifs. Là je parle en statut, mais en vrai c'est pas encore le cas vu qu'on est encore qu'un collectif. Là c'est juste les membres fondateurs qui font la com, l'organisation d'événements, etc. Et là du coup on va ouvrir ça aux personnes qui souhaitent donner un petit coup de main sur la com sur les réseaux sociaux, l'organisation des événements, etc. Le but c'est vraiment d'ouvrir des pôles précis pour que les personnes qui veulent aider puissent faire des tâches qui leur plaisent. Le but c'est vraiment de faire des choses qu'on aime, c'est pas de se mettre sur un pôle où ça te parle pas du tout la com et tu t'occupes d'un staff. Du coup non, c'est vraiment ça, c'est vraiment de préserver une bonne entente, de bien fonctionner. Enfin franchement on fonctionne super bien là, niveau organisation et tout, en interne c'est hyper agréable de bosser avec les copains et je suis trop contente de faire ça avec eux. C'est des personnes trop bien. Très chouette. Mais du coup pour mieux te répondre, à l'avenir tu peux adhérer à l'association par l'OASO en payant ton adhésion à l'année. Voilà. Et ça implique du coup d'avoir accès aux tables rondes, enfin c'est quoi être adhérent? Oui. C'est exactement ça. Tu as accès à un Discord aussi, on a un serveur en ligne qui est bientôt prêt où du coup tu peux avoir des espaces de coworking. Trop bien. Du coup on peut échanger pour se retrouver quelque part, mais aussi pour les personnes pour qui c'est pas forcément évident de bouger, qui n'ont pas forcément l'espace d'accueillir chez elles ou pour n'importe quelle raison, bref, doivent rester chez elles. Et ça permet de faire du coworking à distance. Et ça pour l'accessibilité c'est hyper important je trouve. Et après ça permet d'avoir accès à quoi d'autre, tous nos événements, aux tables rondes, aux événements de réseautage, aux ateliers. Voilà. Super intéressant. Merci. On s'est fait une petite parenthèse collective qui était très intéressante et longue vie au collectif. Ça veut dire quoi? Alors on y a peut-être un peu répondu aujourd'hui, mais on a plus répondu à ça veut dire quoi être artiste queer, mais ça veut dire quoi être artiste politisé? Toi tu les vois un peu comme des synonymes du coup?
Bah non, pas forcément. Je dirais plutôt que du fait d'être un artiste queer, forcément t'es politisé. Tu peux être un artiste politisé, pas forcément queer. Du coup, je dirais que être un artiste, en fait, c'est politique. Intrinsèquement. Mais oui, tu fais de l'art, l'art est politique. Enfin, et c'est pas pour faire le discours à tout de tout est politique, mais en vrai, oui, tout est politique un peu. Donc voilà. Et du coup, en fait, même si t'es artiste et que tu te revendiques apolitique alors que t'es artiste, ça définit déjà... politiquement ce que t'es. Bah oui, donc voilà. Non, en vrai, je dirais simplement que c'est ça. Et du coup, non, oui, de simple fait, ton art dit quelque chose, quoi, politiquement. Donc, voilà. De toi, de la société, de ton regard sur la société. Voilà, exactement. Ok. La question d'après, du coup, on y a répondu parce que moi, c'était un peu mon interrogation de rhétorique de fin de podcast qui était on peut vraiment être artiste sans être politisé. C'est vraiment un choix. On est d'accord qu'effectivement être un être humain sans être politisé c'est déjà pas évident, mais être artiste tu parles d'un point de vue situé, donc forcément déjà ta parole elle est politique. Ouais, c'est ça. Puis même en tant que personne sans être artiste, si tu te revendiques à politique, c'est une position politique, parce que tu choisis une forme de neutralité, donc tu choisis... On n'a pas vu, mais il y a des guillemets. Oui, bien sûr. Neutralité, entre guillemets. Parce que tu peux c'est pas être neutre, c'est choisir le côté de l'oppresseur, donc voilà. Tout à fait. Selon mon opinion, bien sûr. Oui, en tout cas, c'est le luxe de pouvoir être neutre. Exactement, voilà. Ok. Eh bien, nous avons fini de parler du sujet. On a beaucoup digressé, mais c'était très intéressant. Les digressions, c'est bon. Miam les digressions. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes projets à venir ? Alors du coup, on a un petit peu parlé là avec les copains, mais est-ce que toi, tu veux nous en parler ? Est-ce que tu veux aussi nous parler de... Parce qu'on l'a pas vraiment développé, de ce que tu fais artistiquement, parce qu'on a parlé du photojournalisme, mais pas de tes autres activités, parce que tu fais pas que ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes activités en général ? Alors, du coup, je suis photographe en freelance, donc je fais des portraits artistiques. Je fais aussi des reportages d'événements culturels, surtout à Lyon. Et du coup, pour ce qui est des reportages des mouvements sociaux, ça c'est vraiment sur l'aspect photojournalisme avec l'agence. Mais donc mon travail se résume à des événements, des soirées, des spectacles, voilà, donc des reportages culturels. Et les portraits, je fais un peu de studio, aussi de l'extérieur. Et j'essaye, quand je fais par contre des projets artistiques qui soient du coup porteurs de sens, et je tends à représenter des personnes qui sont hors du gaze qu'on voit partout, hétéronormatif, et du coup gaze, c'est le regard. Oui, en dehors du regard autre chose que le normé, le male gaze. Voilà. Et du coup voilà tout. Et pour mes projets à venir... Alors, juste du coup, je te coupe. Pardon. Du coup, qui est-ce qui peut venir te voir pour des projets ? Est-ce que c'est plutôt des particuliers, donc moi, toi, n'importe qui ? Est-ce que c'est potentiellement des collectifs, des associations, des entreprises ? Comment ça se passe ? Alors, j'ai déjà travaillé avec des entreprises, des associations aussi. En fait, je travaille avec tout type de profils, entre guillemets, des particuliers comme des professionnels. Pour ce qui est par exemple du portrait en studio ou que ce soit en extérieur, c'est beaucoup plus des particuliers. Et pour ce qui est les reportages, etc., c'est dans des lieux, donc des entreprises. Et voilà. Et aussi le milieu associatif également, pour avoir des photos d'assaut. Ok. Donc peu importe qui je suis, à partir du moment où j'ai une envie de projet photo-portrait ou photo d'événement, je peux faire appel à toi. Oui, tout à fait. Et vas-y, du coup, dis-nous tout sur tes projets. Du coup, pour mes projets... Non, mais c'est bien que tu m'aies coupé, ça force un peu à se vendre, chose que je fais très peu. Mais je suis aussi là pour ça. Du coup, pour mes projets à venir, honnêtement, c'est assez calme là, parce que... là, mon projet actuel, c'est d'avoir un quotidien sain. Ce qui est un beau projet. Voilà, du coup, c'est vraiment un bon projet.
Et du coup, j'ai calmé un petit peu les projets artistiques que moi j'ai personnellement en tête, tous les trucs que j'ai envie de faire. Parce que t'as plein de choses en tête. Oui, pour mener à des expos après et tout, mais du coup j'étale ça dans le temps parce que j'ai tout mon temps et ça laisse aussi mûrir les projets. C'est pas plus mal des fois, ça donne d'autres idées, c'est chouette de prendre le temps. Et du coup, non, j'essaye vraiment de retrouver mes clients à Lyon, de reprendre un bon rythme de travail et tout en me forçant à avoir 2 jours off par semaine. Parce qu'on m'a dit c'est le rythme normal un peu que je faisais pas à la base. Et du coup, non, c'est vraiment apprendre à avoir des temps de repos. Ok. Et reprendre mon travail quotidiennement et retourner après en manif chaque semaine. Oui, parce que là, ça va reprendre. Oui. C'est la rentrée. Ouais. Ok. Et du coup, où est-ce qu'on peut te contacter si on veut faire appel à toi pour des projets? Alors, le plus simple Je veux bien pour que tu les... te rapproches. Oui, pardon. Alors, le plus simple pour les personnes qui ont Instagram, c'est d'aller sur Insta. C'est Biyicke. Du coup, ça s'écrit Biyicke. C'est mon nom de famille et la première lettre de mon prénom. Et sur cette page Insta, j'ai un lien Linktree. Et en fait, c'est un lien où il y a tous mes liens. Du coup, on trouve mon site internet, ma page à l'agence Sens Lucas pour mes séries de photojournalisme. On trouve les épisodes de podcast auxquels je peux participer comme celui-ci. Et aussi les liens vers mes collectifs, Collective Room et les Copen. Et mon site internet, bien sûr, je sais plus si je l'ai déjà dit. Ok, c'est la fin du podcast, mon cerveau est en train de dire bye bye. Mais... Non, mais c'est bien 2 fois le site internet. C'est bien. Voilà, et sur mon site, vous pouvez voir tout mon portfolio, les offres, les 2 prestations que je propose, et me contacter par mail aussi via ce site-là, ou directement sur Instagram également. Et même par message sur Instagram, je réponds à mes DM, donc voilà. Ok. Donc effectivement, plutôt la plateforme Instagram pour ensuite aller où vous voulez pour contacter Elsa. Je mettrai évidemment les liens en dessous des podcasts, etc. Enfin, vous aurez accès. Vous ne serez pas obligé de noter le arrobase épelé par Elsa. J'avais une question mais je l'ai plus. Je pense qu'on est pas mal au niveau des contacts. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je vais plus savoir. Je réfléchis en même temps. Je suis sûre qu'en réécoutant le podcast, ça va me revenir. Non, là je dis plus. Tant pis. Est-ce qu'il y a un projet, une personne que tu voudrais recommander? J'ai envie de recommander tous mes potes. J'ai envie de dire, allez voir les personnes qui sont dans les Copen et ce qu'ils font, parce qu'ils font des trucs bien. C'est un bon début de dire, regardez un petit peu les fondateurs et fondatrices des Copen. Oui, et puis aussi les personnes qui ont participé au marché de créateuristes qu'on a fait, parce qu'il y avait plein de créateuristes trop cool qui font du travail trop bien, donc je recommande aussi. Mais du coup là c'est plus dans la globalité, si vous checkez un peu le Insta, vous pouvez vous balader, et notamment des illustrateuristes qui sont trop bien, des graphistes et tout, selon les goûts, voilà, vous pouvez regarder. Sinon au sein des Copen, il y a Thaïs Talibri qui fait un taf d'illustration trop bien, oui. Et qui a pas assez de reconnaissance pour moi. Genre, c'est trop bien son travail, il faut vraiment aller regarder ce qu'il fait et lui commander des trucs parce qu'il est trop doué. Enfin non, pas trop, mais très doué. Voilà. C'est jamais trop. On notera du coup Thaïs Talibri. Ok. Et là je voulais te demander, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire? Te remercier pour m'avoir invité sur ton podcast, ça me fait très plaisir. J'ai trouvé ça trop intéressant. Cette discussion là, c'était bien.
j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, mais en même temps c'est le but ici, il y a le droit, il faut parler, donc voilà. Mais non, juste merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir et j'espère que les auditoristes sont passés un bon moment et voilà. Et j'ai hâte d'avoir les retours en vrai, j'aimerais en avoir, n'hésitez pas à donner des retours. Oui, faites des retours. Ouais, carrément. Alors je pique le mot de la fin parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc effectivement, tu disais qu'on retrouve les podcasts dans lesquels tu as été sur ton site internet, enfin sur le Linktree. Et donc sur le lien de la bio de ton Insta. Et donc tu as déjà eu l'occasion d'être dans un podcast qui s'appelle La Lame et que je vous encourage à écouter parce qu'il est très complémentaire à celui qu'on a fait aujourd'hui. On parle pas du tout des mêmes choses. Sur La Lame, Elsa parle beaucoup plus du côté pratico-pratique, concret, sécurité du métier pour se sécuriser soi, sécuriser les autres. De son parcours aussi. Donc voilà, c'est extrêmement complémentaire, donc je vous encourage vivement à écouter et entendre ce podcast-là. Je te remercie pour cet épisode, pour être la première personne que j'ai en discussion pour ce podcast. C'est très chouette pour moi de me lancer avec toi. Trop bien. Donc vraiment merci. Et puis je te dis à très vite pour tes nouvelles aventures, tes nouveaux projets et surtout beaucoup de réussite pour ce projet énorme qui est celui d'avancer au bon rythme. C'est ça. À ton rythme. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le liker et à t'abonner au podcast pour être informé de ceux à venir. N'hésite pas à m'envoyer tes retours, tes avis, le sujet sur lequel tu aimerais intervenir ou encore, pourquoi pas, un projet que tu aimerais que l'on mène ensemble. Tu peux le faire sur Instagram à JohnDerfluid. Je te mets toutes mes informations et celles d'Elsa dans la note du podcast. N'hésite pas non plus à envoyer cet épisode à cette personne de ton entourage dont tu sais qu'elle pourrait y tomber la tête la première. Je remercie à nouveau Elsa de s'être prêtée au jeu pour ce tout premier épisode du Transistor. Un grand merci aussi à Savon pour son aide précieuse pour la création de cette émission. Et à Adam pour ce magnifique visuel. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant je t'adresse toute ma douceur.